Je donne la parole à Harry Sokol de Saint-Antoine, je crois, à la PHP. Bonjour à tous. Alors je ne suis pas réanimateur, même si j'ai fait de la réanimation dans ma jeunesse, on va dire. Je suis gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Antoine et je travaille beaucoup sur le rôle du microbiote intestinal dans les maladies. Je dirige également le centre de transplantation fécale de l'APHP. Et donc c'est également à ce titre que je vais vous parler d'infection à Clostridioides difficile aujourd'hui. Donc, petit rappel, Clostridioides difficile, c'est une bactérie à gram positif, anaérobie sporulée, très répandue dans l'environnement. Il y a une forme végétative qui est très sensible à l'oxygène et une forme sporulée qui, au contraire, elle, est très résistante. On estime qu'approximativement 3% des adultes sains sont porteurs asymptomatiques et c'est probablement une sous-estimation. La transmission, comme vous le savez, se fait par voie orofécale. Et les conditions pour induire une infection assez difficile, c'est une altération du microbiote intestinal qui, le plus souvent, bien sûr, est liée à une prise d'antibiotiques. Donc, en termes de physiopathologie, la contamination, donc, elle va se faire par l'ingestion de spores qui sont gastro-résistants. Il va y avoir ensuite une germination de ces spores, notamment liée aux acides biliaires primaires qui induisent cette germination. Ensuite, il va y avoir différents phénomènes d'adhésion, de colonisation, parfois la production d'une toxine binaire qui est présente dans 20% des cas. Puis ensuite, la production des toxines A et B classiques qui vont induire une inflammation, la production de cytokines. Ces deux toxines A et B agissent en synergie. Elles vont avoir un effet de glycosylation et d'inactivation de petites GTPases qui vont démanteler les filaments d'actine du cytosquelette et induire la mort cellulaire. Il va y avoir une destruction des jonctions serrées, ce qui va permettre aux toxines de traverser l'épithélium et d'induire la réaction inflammatoire locale, l'afflux de neutrophiles qui est responsable de l'aspect de pseudomembrane lorsqu'ils vont s'accumuler au niveau épithélial. Donc quelques définitions d'abord, parce que c'est vraiment important de savoir de quoi on parle lorsqu'on parle d'infection assez difficile. Donc on définit un épisode d'infection par C. difficile par des signes compatibles avec cette infection et une preuve microbiologique de la présence de toxines libres par dosage immunoenzymatique, sans preuve raisonnable d'une autre cause de diarrhée. Ça, c'est une possibilité. Une deuxième possibilité, c'est d'avoir un tableau clinique compatible avec un test PCR positif ou une culture positive de C. difficile toxinogène, ou encore une colite pseudomembraneuse diagnostiquée lors d'une endoscopie, après une colectomie ou à l'autopsie, associée à nouveau à un test positif pour la présence d'une bactérie toxinogène. Je ne vais pas revenir sur les algorithmes de diagnostic, il faudrait une présentation quasiment spécifique pour cela. Pour rappel, dans ce cadre-là, la diarrhée est définie comme la présence d'au moins 3 sels molles ou liquides par jour, c'est-à-dire un score de Bristol de 6 à 7 donc en 24 heures. Ensuite, il y a un certain nombre de sous-types qui sont définis et qui sont particulièrement relevants pour vous en réanimation. Donc d'abord, il y a l'infection réfractaire. C'est une infection qui ne va pas répondre au traitement antibiotique recommandé après 3 à 5 jours de traitement. Donc déjà, ça nous dit qu'on réévalue l'efficacité de ce traitement après 3 à 5 jours. Ensuite, on va avoir une infection qui peut être sévère, et dans ce cas-là, on va avoir un des facteurs suivants au moment de la présentation: une fièvre supérieure à 38,5, une hyperleucocytose supérieure à 15 000, une augmentation de la créatinine de plus de 50% par rapport à la valeur de base si elle est connue, et puis il peut y avoir des facteurs supplémentaires, une distension colique, un épaississement de la paroi colique sur l'imagerie. Enfin, la forme sévèrement compliquée ou fulminante. Et donc, dans ces cas-là, on a la présence d'un des facteurs suivants qui est attribué à l'infection, bien sûr. Une hypotension ou un choc septique avec possiblement des lactates sériques élevés, un iléus, un mégacolon toxique, une perforation intestinale, bien sûr, ou toute évolution fulgurante de la maladie, c'est-à-dire une détérioration rapide du patient.
Cette dernière forme, elle représente à peu près 1% des infections par C. difficile, 30% des formes sévères, et elle conduit quand même à une mortalité de 19 à 71% suivant les études, même si vous voyez que le travail que je cite ici a presque à 10 ans en fait maintenant. En pratique clinique, un des problèmes majeurs, c'est la récidive de l'infection à C. difficile. Et alors souvent, on a des confusions sur ce qu'est une récidive d'infection à C. difficile. Donc, une récidive, qu'est-ce que c'est? C'est un patient qui va faire un premier épisode d'infection à C. difficile, qui va être traité efficacement, disparition des symptômes, le patient va mieux. Et puis, dans les 8 semaines suivant la fin du traitement, la diarrhée va réapparaître et on va remettre en évidence la présence de C. difficile. Donc ça, c'est une récidive. Si on a un patient qui fait 2 épisodes à 6 mois ou 1 an d'intervalle, ce n'est pas une récidive, c'est un autre épisode indépendant du premier. Pourquoi c'est embêtant la récidive? Parce qu'en fait, il va y avoir un cercle vicieux qui va se mettre en place. D'abord, après un premier épisode d'infection assez difficile, le risque de récidive est de l'ordre de 25%. Après une première récidive, ce risque de nouvelle récidive passe à 45%. Et après une deuxième récidive, on est à 65-70%, ce qui fait que très rapidement, on est dans une situation qui est inextricable si on continue à traiter les patients de manière conventionnelle avec des antibiotiques. Donc, quels sont les facteurs qui peuvent faire suspecter la survenue ultérieure d'une forme sévère ou récidivante? Donc, les facteurs de risque de forme grave, c'est avant tout l'âge. Lorsqu'on regarde toutes les études, et c'est ce qui a été repris dans les dernières recommandations de l'ESCMID, c'est vraiment l'âge qui est le facteur principal. Il y a un cut-off qui a été placé à 65 ans, mais les données ne sont pas très, très solides pour dire que c'est vraiment 65 ans et pas 60 ans ou 70 ans. Et puis, bien sûr, l'existence de multiples comorbidités. Et puis, pour les facteurs de risque de récidive, l'âge, à nouveau, revient en première position. Bien sûr, le fait d'avoir eu un ou plusieurs épisodes antérieurs d'infection assez difficile est aussi un facteur. L'existence d'une infection qui a été associée aux soins et à une hospitalisation antérieure au cours des 3 derniers mois. Donc, finalement, on est quasiment dans le cadre d'une récidive, finalement. C'est aussi quelque chose qui est important à prendre en compte. L'utilisation d'antibiotiques concomitantes non liées à l'infection prescrits après le diagnostic. C'est sûr que si on reprend des antibiotiques juste après le traitement même efficace d'une infection à Clostridium difficile, on a un risque plus important de faire une nouvelle infection. Et puis la prise d'inhibiteurs de la pompe à protons qui ont été commencés pendant ou après le diagnostic d'infection à Clostridioides difficile. Donc en termes de traitement, les choses sont assez mouvantes pour l'infection à Clostridioides difficile. On a des recommandations de l'ESCMID qui sont récentes, de 2021, que je vais passer en revue. D'abord, le traitement du premier épisode d'infection à Clostridioides difficile. Donc la fidaxomicine a été mise en première position maintenant. Donc c'est un comprimé matin et soir pendant 10 jours. La vancomycine est en deuxième position, 125 mg 4 fois par jour, également pendant 10 jours. Il est bien précisé dans ces recommandations, et c'était déjà le cas dans les précédentes, que le métronidazole ne doit plus être utilisé en première intention. Il y a une efficacité qui est inférieure à celle de la vancomycine, et cela expose également à un risque de récidive qui est supérieur à la vancomycine. Maintenant, on sait tous qu'en pratique quotidienne, notamment, alors pas à l'hôpital, mais en ville, c'est un vrai problème puisque nos collègues de ville n'ont pas accès ni à la vancomycine ni à la fidaxomicine. Ils doivent passer par un collègue hospitalier pour la prescrire, ce qui fait qu'on voit encore énormément de patients traités par métronidazole en première ligne. Donc ici, je vous ai juste remis les papiers concernant la supériorité de la fidaxomicine par rapport à la vancomycine. Ici, ce qui est noté, c'est le risque, c'est le pourcentage de récidive à 4 semaines dans les essais pivotaux. Et donc, vous voyez qu'effectivement, il y a une différence significative avec un delta de l'ordre de 10% à peu près, ce qui a suffi pour que les recommandations mettent la fidaxomicine en premier. Lorsque l'on a un patient qui va avoir un fort risque de récidive, eh bien, là aussi, la fidaxomicine est mise en premier, et là, ça fait vraiment du sens. Et notamment, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser le protocole D-Extend, du nom de l'étude qu'il a évaluée. Donc, dans ce protocole, au lieu d'utiliser la fidaxomicine 200 mg matin et soir pendant 10 jours, eh bien, on va donner 200 mg matin et soir pendant 5 jours. Ensuite, un comprimé un jour sur 2 entre J7 et J25. Ce qui fait
qu'on utilise exactement le même nombre de comprimés que dans le protocole de prise classique. Donc on a un coût qui est identique et il semblerait que cela soit associé avec un risque de récidive plus faible. On peut également utiliser en deuxième intention le bezlotoxumab, qui est un anticorps anti-toxine B, voilà, avec un niveau de preuve qui est également intéressant. Donc là, dans les recommandations, il est quand même, on revient quand même à quelque chose de pragmatique. Évidemment, si on n'a pas la possibilité d'utiliser ni la vancomycine ni la fidaxomycine, eh bien, évidemment qu'on peut utiliser le métronidazole. Lorsqu'on a un patient qui fait une première récidive, eh bien là, il y a deux possibilités. Donc, soit le traitement standard plus l'anticorps, le bezlotoxumab, soit l'utilisation de fidaxomycine avec le protocole Extend, justement. Si jamais ces deux options ne sont pas possibles, on peut utiliser la vancomycine en protocole prolongé avec des niveaux de preuve qui sont moyennement forts. Si on est au-delà de la à partir de la deuxième récidive. Donc là, à mon sens, c'est vraiment la transplantation fécale qu'il faut pratiquer. Il y a, pour moi, pas trop de doute. Quand on voit l'efficacité de ce traitement chez ces patients, même comparé au traitement standard avec du bezlotoxumab, il n'y a vraiment aucun doute pour l'utilisation de la transplantation fécale. Donc un mot justement de cette transplantation fécale, même un petit peu plus qu'un mot, vous allez voir. Donc le concept, c'est assez simple, hein. Il s'agit de remplacer un microbiote altéré que l'on pense associé à une pathologie, donc ici à l'infection à Clostridioides difficile, par un microbiote sain en espérant avoir des effets thérapeutiques. Donc vous connaissez cette étude de 2013, presque 10 ans maintenant, qui était la première étude randomisée évaluant ce traitement dans les infections récidivantes à Clostridioides difficile. Et donc cette étude a montré que dans le groupe avec traitement standard, c'est-à-dire vancomycine à l'époque, eh bien, les patients avaient un taux de traitement d'efficacité de 20 à 25%, donc une efficacité faible, mais ce qui est tout à fait en ligne avec l'efficacité des traitements, de ce type de traitement chez les patients qui sont en état de multirécidive. Alors que dans le groupe transplantation fécale, après une voire deux transplantations fécales, on atteignait plus de 90% d'efficacité. Et d'ailleurs, cette étude a été interrompue parce qu'il a été jugé non éthique, après analyse intermédiaire, de poursuivre avec une telle efficacité du traitement par transplantation fécale. Juste pour vous dire que ces résultats, eh bien, nous, on les retrouve dans la vie réelle. Ici, c'est juste une série de cas qu'on n'a pas publiés, mais qui a le mérite d'être faite en France. Une étude donc, du groupe de transplantation fécale, du groupe français de transplantation fécale. C'est une étude de 2017 sur 133 transplantations fécales pour infections assez difficiles et récidivantes. Et vous voyez qu'on avait presque 95% de succès à 8 semaines et même plus de 80% après une seule TMF. Il y a certains travaux qui ont comparé la transplantation fécale au traitement par fidaxomycine ou vancomycine. Ici, c'est une étude publiée il y a 3 ans. Un des nombres de patients relativement faibles, hein, comme vous le voyez, de l'ordre d'une vingtaine. Mais néanmoins, les résultats sont sans appel. Hein. Sur l'efficacité clinique, on a 92% dans le groupe transplantation fécale contre 19 et 42% dans les groupes vancomycine et fidaxomycine, respectivement. Plus important presque que l'efficacité clinique, on commence à avoir des données qui suggèrent que la transplantation fécale chez ces patients va réduire la mortalité chez les patients qui ont une forme récidivante. Ici, c'est une étude prospective qui est non randomisée, mais avec appariement sur le score de propensité. Et donc, vous voyez cette courbe de survie qui est très nette. Hein. Les patients qui sont traités par transplantation fécale n'ont quasiment pas de mortalité, alors qu'on se rapproche de 50% de mortalité pour ceux qui n'ont pas de transplantation fécale. Donc aujourd'hui, et vraiment là-dessus, c'est pour être très clair, la seule indication reconnue partout dans le monde pour la transplantation fécale, c'est l'infection multirécidivante à Clostridioides difficile à partir de la deuxième récidive. Donc je vous ai parlé de la première, de la définition d'une récidive. Donc finalement, qu'est-ce qu'une multirécidive ? C'est un patient qui va reproduire ce schéma une deuxième fois.
Et donc à ce moment-là, on va pouvoir poser sans aucun problème l'indication de transplantation de microbiote fécal. En pratique, comment est-ce qu'on fait? On va donner un antibiotique, le plus souvent de la vancomycine, pendant au moins 4 jours. Ensuite, on va arrêter l'antibiotique le plus souvent quelques heures, faire une préparation par polyéthylène glycol type coloscopie, et puis faire la transplantation fécale, et bien sûr, surtout ne pas reprendre les antibiotiques après. Dans les formes sévères d'infection assez difficilées, on va utiliser la vancomycine ou la fidaxomycine. Si on ne peut pas utiliser la voie orale, on va pouvoir utiliser des formes locales, notamment avec des lavements de vancomycine. Et on peut, dans ces cas-là, rajouter du métronidazole, puisque vous savez qu'en intraveineux, eh bien, le métronidazole va être sécrété sous forme active dans la bile et donc se retrouver au niveau intestinal de manière active, ce qui bien sûr n'est pas le cas avec la vancomycine. Et puis dans les formes qui sont sévères, compliquées et éventuellement réfractaires, donc là encore la vancomycine, la fidaxomycine, on peut être amené à discuter avec les chirurgiens. Et puis, c'est mentionné ici, on peut penser à la transplantation de microbiote fécal. Et effectivement, la transplantation fécale commence de plus en plus à être vue comme une alternative à la chirurgie dans ces formes sévères et ou compliquées d'infection assez difficilées. Ici, c'est une cohorte d'une 60aine de patients internationaux qui a montré, alors excusez-moi, c'est pas une cohorte internationale, c'est une cohorte américaine de patients qui avaient une forme sévère et sévère ou compliquée, chez qui un traitement par transplantation fécale a été proposé en alternative à la chirurgie. Et vous voyez qu'il y avait 90% de guérison clinique. Ici, c'est une autre étude de 2020, une analyse rétrospective des patients hospitalisés pour infections assez difficiles et sévères ou compliquées, 430 hospitalisations. Et il a été évalué la période sans TMF, donc entre 2009 et 2012, et après instauration d'un protocole de TMF à partir de 2013. Et ce que l'on voit, c'est que l'utilisation de cette stratégie a permis de réduire la mortalité chez ces patients avec forme sévère ou compliquée. Donc on n'a pas d'essai randomisé actuellement dans cette indication, mais il y a quand même l'expérience de plusieurs centres américains qui ont utilisé cette approche de manière assez systématique, qui ont fait proposer un algorithme qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a le mérite d'exister, on va dire, et que nous, on applique volontiers. Donc devant une forme sévère ou fulminante, on va donner de la vancomycine pendant 5 jours par voie orale et ou locale, avec des lavements, éventuellement avec du métronidazole en intraveineux en plus. Soit le traitement marche, évidemment, et donc là, il n'y a pas de problème. Soit le patient est réfractaire ou avec des signes de détérioration, ou en tout cas pas d'amélioration, et on va proposer la transplantation fécale par voie basse, le plus souvent au cours d'une coloscopie ou d'une rectosigmoïdoscopie. Soit on n'a pas de pseudomembrane, et à ce moment-là, nos collègues ne proposent pas de faire plus que ça, c'est-à-dire on fait la transplantation fécale, on arrête la vancomycine et c'est tout. Si on trouve des pseudomembranes, ce qui est un signe de sévérité, eh bien, on va reprendre la vancomycine dans les 24-48 heures après la première transplantation fécale pour 5 jours avant d'arrêter. Si le patient est toujours symptomatique après 5 jours, on recommence, on refait une transplantation fécale. Si en revanche il n'est pas symptomatique, eh bien on va pouvoir arrêter. Alors, autre question et autre point auquel on est souvent confronté, c'est les tests de contrôle d'éradication, comme on dit, à la fin d'un traitement. Donc, est-ce qu'il faut réaliser ces tests? Eh bien, les spores sont détectables chez 7% des patients à la fin d'un traitement, et on peut isoler la bactérie chez plus de 50% des patients dans les 4 semaines qui suivent le traitement. Donc, très clairement, non, il ne faut pas faire de test d'éradication. Il faut vraiment se guider par la clinique. Si le patient n'a plus de diarrhée, qu'il va mieux, il ne faut pas retester et surtout pas se baser sur ce test pour se dire qu'il faut retraiter le patient. Donc en conclusion, il faut penser à l'infection à Clostridioides difficile devant toute diarrhée.
Et je ne vous en ai pas parlé, mais l'incidence de cette infection, même chez les patients qui n'ont pas pris d'antibiotiques, augmente. Et c'est probablement lié au fait de l'appauvrissement de notre microbiote intestinal au niveau global. L'infection, elle survient, donc, bien sûr, en cas de microbiote intestinal altéré. Il faut, autant que faire se peut, respecter les recommandations et donc ne plus utiliser le métronidazole, sauf dans les cas que j'ai mentionnés. La récidive, c'est vraiment un problème majeur. Et puis, la transplantation de microbiote fécal, il faut vraiment l'utiliser sans hésiter dans les formes multirécidivantes. Dans les formes sévères ou compliquées, il faut y penser le plus tôt possible. C'est sûr que si on a un patient qui est préperforatif et qu'on nous appelle pour faire une transplantation fécale, là c'est sûr que ça ne va pas marcher et malheureusement, il faudra envoyer le patient chez le chirurgien. Donc, il faut essayer d'y penser le plus vite possible. Ne pas faire de test de contrôle. En pratique, en tout cas en Île-de-France, si vous avez besoin d'organiser une transplantation fécale pour l'un de vos patients, eh bien, vous pouvez faire appel à nous. Donc, le système est simple. Il faut appeler notre infirmière de coordination. Je vais vous donner les coordonnées ensuite. On valide l'indication parce que on se retrouve souvent, en tout cas parfois, avec des indications qui sont mal posées, notamment sur le caractère récidivant de l'infection. Donc, si on confirme l'indication, à ce moment-là, il va y avoir un contact entre la pharmacie de Saint-Antoine et le centre hospitalier en question pour vous transférer la préparation fécale, bien sûr avec des recommandations extrêmement précises qui sont données et qu'il faut respecter à la lettre sous peine de risque pour le patient et également de risque d'échec de la procédure. Donc ce centre, c'est vraiment une expertise pluridisciplinaire avec des pharmaciens, des médecins, gastroentérologues, infectiologues, des microbiologistes et une infirmière de coordination qui nous aide vraiment énormément dans toute cette prise en charge. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Donc, il y a une question dans la salle. Bonjour. Merci pour cette belle présentation, c'était très intéressant. J'ai deux questions. L'asepsie et l'isolement du patient, notamment la non-efficacité des solutions hydroalcooliques au lit du patient, je crois que c'est quelque chose d'important à spécifier pour des gens qui n'ont pas l'habitude et qui vont soigner ces patients. On voit bien quand les internes viennent dans les services s'occuper de ces patients, ils se lavent avec des solutions hydroalcooliques. Donc peut-être un petit mot là-dessus. Et je suis un petit peu embêté avec les indications de transplantation fécale via fibroscopie, on va dire, et le risque de perforation chez des patients qui seraient susceptibles d'être pré-chirurgicaux. Oui. Alors, effectivement, donc, il y a deux types en termes d'hygiène, il y a deux aspects. Il y a la pièce où le patient a été hospitalisé. Donc là, il y a des procédures locales avec des agents de désinfection qui sont variables d'un hôpital à l'autre, mais ça, j'imagine que vous avez l'habitude. Et après, en termes pour le personnel, effectivement, donc il faut se protéger, mettre des gants, une surblouse, etc. Et puis, en sortant de la chambre, il faut au minimum faire un lavage des mains à l'eau et au savon parce que la solution hydroalcoolique ne va pas vous permettre de vous débarrasser des spores le plus souvent. Et donc, il faut vraiment ce lavage mécanique avec l'eau et le savon pour retirer ces spores. On peut ensuite, après avoir séché ses mains, faire en plus une solution hydroalcoolique si on le souhaite. Pour les indications, évidemment, hein, encore une fois, si on a un patient qui est préperforatif, c'est ce que je vous disais, c'est trop tard, il faut appeler le chirurgien. Si on prend la situation relativement tôt, en tant que gastro-entérologue, en tout cas dans les centres où on fait notamment des maladies inflammatoires de l'intestin, ce genre de choses, on a l'habitude de faire des examens par le bas dans des situations un petit peu périlleuses. On ne va pas forcément faire une coloscopie totale. Hein. Il ne s'agit pas forcément d'aller atteindre l'iléon terminal, non. Mais on va essayer de remonter le plus haut possible en étant extrêmement prudent. Et on n'a jusqu'à présent pas eu de problème particulier.
Merci. Moi, j'avais juste une question sur l'acceptabilité de la transplantation par les patients. Est-ce que c'est quelque chose qui pose problème? Et est-ce qu'il y a d'autres méthodes de modulation du microbiote intestinal qui ont été testées? Alors, pour les formes multirécidivantes d'infection à Clostridioides difficile, le plus souvent, ce sont les patients qui en parlent à leur médecin. Parce que l'information, même si on travaille à expliquer ce traitement à tous nos collègues, c'est encore quelque chose qui est mal connu, on va dire. Au contraire, les patients, lorsqu'ils ont 1, 2, 3, 4 épisodes d'infection à Clostridioides difficile, ils cherchent sur Internet et immédiatement, ils tombent sur transplantation fécale. Donc peut-être qu'initialement, et très probablement, initialement, ils sont un peu choqués, et puis ils font leur propre chemin, et en général, c'est eux qui nous réclament ça, plus que leur médecin. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, une dernière question. Dernière question. Bonjour, Gilbert Méziès, le réanimateur à Sens. Est-ce qu'il y a pour le risque de colite une stratification selon les classes d'antibiotiques ou même éventuellement en intraclasse? Je pense par exemple au bêta-lactamine. Et est-ce qu'on a des cas de positivité d'hémoculture à Clostridium où on n'a pas les moyens de détection? Alors, pour la deuxième question, il y a eu quelques cas décrits, mais c'est vraiment anecdotique. Moi-même, j'en ai jamais eu l'expérience. En plus, il faut vraiment une culture dans des conditions très anaérobies. Et donc, ce sont des bactéries qu'on a en général beaucoup de mal à faire pousser avec les méthodes hospitalières classiques, on va dire, qu'on applique au sang, j'entends. Pour ce qui est de... Alors, votre deuxième question, c'était votre première question, c'était... Oui, évidemment que suivant les types d'antibiotiques, le risque d'infection assez difficile n'est pas le même. Plus les antibiotiques vont avoir un spectre large et surtout plus ils vont toucher les bactéries anaérobies, plus le risque va être important. Donc par exemple, une association amoxicilline clavulanique va être plus à risque que l'amoxicilline seule. Puis on a certains antibiotiques qui sont connus pour avoir des effets assez limités sur le microbiote. Par exemple, le Bactrim. On a souvent ce genre de questions chez des patientes, par exemple, qui ont des infections urinaires à répétition, ce genre de choses. Le Bactrim est beaucoup moins à risque qu'une fluoroquinolone pour traiter ce genre d'infection. Donc oui, il y a des ABAC. Alors, je n'ai pas la liste là, je ne l'ai pas mis sur ma diapositive, mais vous avez des antibiotiques à haut risque, à moyen risque et à faible risque. Et d'ailleurs, à nos patients, enfin aux patients qui sont transplantés, on leur remet cette liste pour qu'ils puissent la communiquer à leur médecin si jamais ils ont besoin de reprendre des antibiotiques, pour que s'il y a la possibilité de choisir, ils puissent choisir les moins à risque. Bien, merci beaucoup. Merci à l'ensemble des orateurs au nom de la SFAR. Et merci à l'audience de nous avoir accompagnés.